Bonjour. À l'occasion de cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un cadet à moi qui est étudiant en deuxième année de droit en République du Congo. Et voilà la question qu'il m'a posée. Il m'a demandé de lui faire un schéma de l'organisation juridictionnelle, l'organisation des tribunaux et des cours. Alors, il faut noter que en droit français, il y a ce que l'on appelle deux ordres de juridiction. Il y a deux ordres de juridiction. Nous avons d'un côté les juridictions judiciaires et de l'autre les juridictions administratives. Mais il faut noter que l'on ne peut pas parler directement de ces deux ordres sans pourtant dire pourquoi et comment on en est arrivé là. C'est donc une petite historique que je vais faire pour arriver à ce stade-là. Il faut noter que jusqu'à une certaine époque en France, il n'existait qu'un seul ordre de juridiction judiciaire, qui avait pour compétence de connaître de tous les contentieux privés, donc judiciaires et administratifs. C'est le juge judiciaire qui avait pour compétence de connaître des contentieux en matière judiciaire et en matière administrative. Et c'est juste avec l'arrêt Blanco du tribunal des conflits de 1883, avec l'arrêt Blanco du tribunal des conflits, que l'on est arrivé à parler du juge administratif. Et en l'espèce, l'arrêt Blanco, il s'agissait d'un homme qui conduisait un wagon de manufacture de tabac et qui avait heurté la petite Blanco. Et il fallait amputer la jambe de cette dernière. Mais puisque il faudrait que le dommage soit réparé, le père de la petite Blanco était donc dans le droit d'assigner en justice la personne susceptible de réparer ce dommage. Et c'est en ce moment qu'on s'est posé la question de savoir qui de l'administration ou du conducteur du wagon de manufacture de tabac sera assigné en justice en demande de réparation du dommage causé. C'est en ce moment qu'on s'est rendu compte que c'est l'administration qu'il fallait assigner en justice, puisque le conducteur du wagon de manufacture de tabac était en plein exercice du service public. La notion de service public que nous avions étudiée en deuxième année de droit, en droit administratif. Mais là n'était pas la question était de savoir, puisque c'est l'État étant administration qui est assigné en justice, qui doit être assigné en justice, quel est donc le juge qui va connaître de ce contentieux? C'est en ce moment que l'on va parler du droit administratif et même du juge administratif. Voilà pourquoi on dit de l'arrêt Blanco qu'il est la pierre angulaire du droit administratif, qu'il est le point d'ancrage du droit administratif, qu'il est la mène du droit administratif et qu'il est l'épine dorsale du droit administratif. Mais bien avant l'arrêt Blanco, il faut noter que nous avons les lois des 16-24 août 1790 et la loi du 16 Fructidor en 3. Alors, deux ordres de juridiction sont nés en France de l'autre côté.
d'un côté juridiction judiciaire et de l'autre juridiction administrative. C'est donc en ce moment que le juge judiciaire ne pouvait plus connaître du contentieux en matière administrative. C'est même le principe que pose l'arrêt Blanco. Je vous invite donc à chercher l'arrêt Blanco dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, le GAJA en sigle, afin que vous puissiez avoir l'effet en l'espèce, la procédure, la solution et le principe que pose l'arrêt Blanco. Et de mon côté, je pourrais consacrer une autre vidéo au cours de laquelle je parlerai de l'arrêt Blanco et de la naissance du droit administratif. Deux ordres de juridiction sont donc nés. D'un côté, juridiction judiciaire et de l'autre côté, juridiction administrative. Maintenant, nous allons remplir le tableau judiciaire, puis le tableau administratif, afin de répondre à la question de M. Freud et de vous permettre aussi à vous de pouvoir maîtriser certaines choses dont vous avez peut-être un doute, vous éprouvez un doute ou vous ignorez totalement. Alors, permettez-moi de vous dire qu'en matière judiciaire, la matière judiciaire elle-même est divisée en deux. Nous avons d'un côté le civil et de l'autre côté le pénal. Voilà pourquoi nous allons d'abord parler des juridictions pénales, leurs compétences, leur composition. Les juridictions civiles, excusez. En matière civile, nous avons des juridictions de droit commun, nous avons une juridiction de droit commun, puis des juridictions d'exception. Nous allons d'abord parler des juridictions d'exception pour ensuite monter afin de bien remplir notre tableau. Si vous avez donc un stylo et une feuille, mettez-vous devant votre stylo et votre feuille afin que vous puissiez tracer le tableau ensemble avec moi pour qu'à la fin de cette vidéo, vous vous retrouvez avec un tableau pratiquement complet. Bien que le droit étant évolutif, certaines juridictions peuvent naître du jour au lendemain, telles que certaines juridictions peuvent disparaître, telles que le juge des référés qui n'existe plus en droit français. Nous sommes du côté civil, juridiction d'exception. Nous avons le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance est une juridiction d'exception. Alors, quelle est la compétence du tribunal d'instance? Tribunal d'instance ou TI, pour ceux qui ne se retrouvent pas. Avant qu'on puisse enlever cette juridiction, donc avant qu'on puisse enlever le juge des référés connaissait de tous les contentieux dont le taux de ressort était de 0 à 4 000 euros, le TI de 4 000 probablement à 10 000 euros et de 10 000 à plus le tribunal de grande instance. Mais depuis que le juge des référés n'existe plus, le tribunal d'instance connaît de tous les contentieux dont le taux de ressort est de 0 à 10 000 euros. De 0 à 10 000 euros, c'est le tribunal d'instance. Et ça, c'est si la loi n'a pas aussi prévu une juridiction concernant votre affaire. Ce que l'on appelle juridiction d'exception, bien que le TI lui-même soit une juridiction d'exception. Et voilà pourquoi je dis qu'en droit, il n'y a rien de juste, tout est à discuter et à débattre. D'ailleurs, je vais prendre la plume pour écrire et remettre en cause la position du tribunal d'instance dans l'organisation judiciaire.
Au côté du tribunal d'instance, donc, qui est une juridiction d'exception et dont le taux de ressort, donc, le taux de ressort d'une affaire qui doit être connue par le tribunal d'instance est de 0 à 10 000 euros. Le tribunal d'instance juge en collégialité. Il y a le principe de la collégialité. Il y a le principe de la collégialité. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un seul juge qui juge lors d'un procès. Et il faut noter que, moi je prends l'exemple du Congo, dans chaque arrondissement, nous avons un tribunal d'instance au Congo, pratiquement. Nous avons le tribunal d'instance de Bakongo, nous avons le tribunal d'instance de Poto-Poto, nous avons le tribunal d'instance de Makelekele. Et il y a certains tribunaux d'instance qui siègent dans le tribunal, qui siègent à l'intérieur du tribunal de grande instance. Nous avons le cas du tribunal d'instance de Poto-Poto et Mungali, pour ceux qui sont au Congo. Au côté du TI, donc vous voyez déjà que dans votre tableau que vous êtes en train de dresser sur votre papier, nous avons ordre judiciaire, ordre administratif, séparé comme ça, et l'ordre judiciaire lui-même séparé, nous avons le civil et le pénal. Nous sommes dans le civil, nous sommes en train de parler des juridictions d'exception, nous parlons tribunal d'instance, étant une juridiction d'exception, j'ai parlé de sa compétence, matérielle, et il faut saisir le tribunal d'instance en principe du lieu du défendeur, du lieu d'habitation du défendeur, donc du domicile du défendeur, voilà. Mais on peut aussi saisir le tribunal d'instance de la résidence du défendeur, puisque la notion de résidence tend à devenir ou à avoir des mêmes caractères que la notion de domicile. Au côté du tribunal d'instance, nous avons le tribunal de prud'homme. Et il faut noter qu'au tribunal d'instance, les juges sont des juges professionnels, c'est-à-dire ils sont des magistrats professionnels, ceux qui sont sortis de l'école nationale de magistrature de Bordeaux ou de l'école nationale d'administration de Brazzaville, ENAM. Nous avons donc le tribunal de prud'homme ou le tribunal prud'homal, comme on peut l'appeler. Le tribunal de prud'homme connaît tous les contentieux en matière de droit du travail. Un employé et son employeur, c'est le tribunal du travail, le tribunal des travailleurs, le tribunal de prud'homme. Le tribunal de prud'homme juge en collégialité. Les juges qui jugent ne sont pas des magistrats professionnels. Au tribunal de prud'homme, ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des fonctionnaires. Nous avons nos TI, tribunal d'instance, tribunal de prud'homme. Nous sommes toujours dans la colonne juridiction d'exception en matière civile, bien sûr, et non en matière pénale. Nous avons, aux côtés du tribunal de prud'homme, le tribunal de commerce, qui est une juridiction d'exception, et le tribunal de commerce connaît de tous les contentieux en matière commerciale. Tous les contentieux en matière commerciale. Un commerçant et un acheteur, un vendeur et un acheteur, les commerçants entre eux, c'est le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce juge en collégialité et ils sont souvent 4 lors d'un procès. 4 juges. Et le tribunal de commerce, ceux qui jugent ne sont pas des professionnels. Au tribunal de commerce, comme au tribunal de prud'homme, ce ne sont pas des professionnels,
mais ce sont plutôt des commerçants élus par leur père. Ce sont des commerçants élus par leur père et non des magistrats professionnels qui sont sortis de l'ENA, de Bordeaux ou de Brazzaville. Aux côtés donc du TI, du tribunal de prud'homme, du tribunal de commerce, nous avons le tribunal des affaires sociales, comme je l'appelle, ou le tribunal social. Le tribunal social connaît de tous les contentieux en matière de sécurité sociale. Vous et votre sécurité sociale, moi et la MEP, la mutuelle des étudiants, si nous avons un contentieux, moi et ma sécurité sociale, c'est ce tribunal qui est compétent de connaître de ce contentieux. Vous avez aussi, aux côtés de ce tribunal, le tribunal des baux ruraux. Baux ruraux, baux, c'est le pluriel de bail. Des baux ruraux. Mais les plus cités sont souvent le TI, le tribunal de prud'homme, le tribunal commercial. Là, nous avons donc pratiquement parlé des plus célèbres des juridictions d'exception en matière civile. Je pense que cette colonne est déjà remplie sur votre papier. TI, tribunal de commerce, tribunal de prud'homme, tribunal social ou des affaires sociales et tribunal des baux ruraux. Nous passons donc à la juridiction de droit commun en matière civile. En matière civile, il existe une juridiction de droit commun, c'est le tribunal de grande instance. Pourquoi on dit de lui qu'il est une juridiction de droit commun? Mais parce qu'il connaît de tous les contentieux dont la loi n'a pas déterminé au préalable une juridiction d'exception. Le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun, c'est la juridiction de droit commun en matière civile et c'est une juridiction de premier degré. Le juge, lui, juge en fait et en droit. Et les décisions rendues par le tribunal de grande instance sont appelées jugements. Les parties confrontées, sinon les parties présentes au tribunal de grande instance sont appelées demandeurs et défendeurs. Voyez, tribunal de grande instance, premier degré de juridiction en matière civile, juridiction de droit commun, parce qu'il connaît de tous les contentieux dont la loi n'a pas prévu au préalable une juridiction d'exception. On parle au tribunal de grande instance de demandeurs et de défendeurs. Les décisions rendues sont appelées jugements. Le ministère d'avocat est obligatoire. Au tribunal de grande instance, on est obligé d'avoir son avocat pour plaider pour soi. Il est là pour nous représenter, pour plaider. Et le tribunal de grande instance, bien qu'étant une juridiction de droit commun, ne doit que connaître de tous les contentieux dont le taux de ressort est de 10 000 € et plus en France. Et le tribunal de grande instance juge en collégialité 3 juges. 3 juges. Je vous invite à souvent assister à certaines audiences pour que vous puissiez assimiler cette notion. Il faut lier la théorie à la pratique. Premier degré de juridiction, juridiction de droit commun, le taux de ressort doit être de 10 000 et plus, 10 000 €.
Ministère d'avocat obligatoire. On parle de demandeurs et défendeurs. Les décisions rendues sont appelées jugement. Principe de collégialité. Il y a environ un tribunal de grande instance par département. Un tribunal de grande instance par département. Et il faut saisir, comme en matière commerciale, le tribunal de grande instance du lieu d'habitation du défendeur. En principe, je dis bien, puisqu'en droit, un principe est assorti d'une exception, bien que le juge cogens faisant elle-même, ou faisant lui-même plutôt, exception à ce principe. Nous avons donc dit que le tribunal de grande instance est le premier degré de juridiction en matière civile. Une fois que la décision rendue, donc le jugement rendu par le juge de grande instance ne vous satisfait pas, vous pouvez interjeter appel. Nous avons donc la cour d'appel. La cour d'appel est une juridiction de second degré en matière civile. Nous allons procéder comme nous l'avons fait pour le tribunal de grande instance. Cour d'appel. Donc, sur votre feuille, après le TI, vous mettez une flèche comme ça, vous mettez un carré. Cour d'appel, deuxième degré de juridiction en matière civile, juge en fait et en droit, comme le TGI, principe de collégialité comme le TGI, mais on appelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'être représenté par un avocat à la cour d'appel. On peut aller soi-même. Contrairement au TGI, comme j'ai dit, où le ministère d'avocat est obligatoire, on peut aller soi-même. Contrairement au TGI, où on parle de demandeurs et défendeurs, à la cour d'appel, on ne parle plus de demandeurs et défendeurs, on parle de appelant et intimé. L'appelant, c'est le demandeur, normalement, et l'intimé, c'est le défendeur. Là, c'est à la cour d'appel. À la cour d'appel, on ne parle plus de jugement, comme au TGI, comme dans les tribunaux, bien sûr, parce que toutes les décisions rendues par les tribunaux sont appelées jugement, mais à la cour d'appel, on parle maintenant d'arrêt. Les décisions rendues par la cour d'appel sont appelées des arrêts. Deuxième degré de juridiction en matière civile, ministère d'avocat n'est pas obligatoire, on ne parle plus d'appelant, on ne parle plus de demandeur défendeur, on parle d'appelant intimé. Principe de collégialité, y est, on ne parle plus de jugement, on parle maintenant d'arrêt. Et une fois que la décision de la cour d'appel ne vous satisfait pas, vous pouvez vous pourvoir en cassation. La cour de cassation, il faut le noter, n'est pas un troisième degré de juridiction. La cour de cassation, je répète bien, n'est pas un troisième degré de juridiction. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'embrouillent. La cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. La cour de cassation est une juridiction de droit et non de fait. Que cela veut dire? Cela veut simplement dire que la cour de cassation ne regarde plus les faits, mais la cour de cassation regarde le droit. La cour de cassation vérifie si les juridictions de fond, donc les juridictions de premier degré ou de deuxième degré, ont bien dit le droit. La cour de cassation est là pour unifier la règle de droit. Pour unifier la règle de droit. Rien que unifier, vérifier si le droit a été bien dit. Et non juger l'affaire pour une troisième fois. Lorsque la cour de cassation constate que la cour d'appel a mal dit le droit, qu'est-ce que la cour de cassation fait? La cour de cassation casse et annule la décision rendue par
la cour d'appel. Prenons un exemple. Dans un pays, il n'existe qu'une seule cour de cassation. Après être passé au tribunal de grande instance de Bordeaux, j'interjette appel à la cour d'appel de Bordeaux, je me pourvois en cassation à la cour de cassation qui se trouve à Paris et il n'y a qu'une seule cour de cassation dans un État. C'est ce que l'on appelle dans certains États la Cour suprême, comme aux États-Unis, bien qu'elle ait que les compétences sont certainement différentes. Lorsque je me pourvois en cassation, lorsque la Cour de cassation reçoit l'affaire, elle ne va pas regarder les faits, elle va juste regarder si la Cour d'appel a bien dit le droit ou le TGI, puisqu'il y a des affaires qui ne passent pas au TGI et qui passent directement en Cour de cassation. Si les juridictions de fond ont bien dit le droit, elle est là pour unifier la règle de droit, elle n'est pas une troisième degré de juridiction. Et les décisions rendues par la Cour d'appel sont appelées des arrêts. En Cour d'appel, on ne parle plus d'appelant, en Cour de cassation plutôt, on ne parle plus d'appelant et intimé comme en Cour d'appel, mais on parle de demandeur et défendeur comme à la Cour, comme au tribunal de grande instance. On revient avec la même appellation qu'au tribunal de grande instance. Lorsque la Cour de cassation constate que la Cour d'appel ou le TGI a mal dit le droit, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la juridiction de fond. Et lorsque la Cour de cassation casse et annule, elle renvoie l'affaire comme elle était avant pour être encore jugée. Elle renvoie l'affaire soit à la même Cour d'appel, mais composée d'une autre façon, soit à une autre Cour d'appel d'une autre ville. C'est l'exemple que j'ai pris. TGI Bordeaux, Cour d'appel Bordeaux, Cour de cassation. La Cour de cassation se rend compte que la Cour d'appel de Bordeaux a mal dit le droit. Elle casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel de Bordeaux. Elle peut renvoyer cette affaire pour être jugée pour une troisième fois, pas pour une quatrième fois parce que la Cour d'appel n'a pas jugé, pour une troisième fois par la même Cour d'appel de Bordeaux, mais composée d'une autre façon, comme elle peut renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ou de Nantes pour que l'affaire soit encore jugée. Et lorsque elle renvoie, par exemple, l'affaire devant la Cour d'appel de Nantes et que la Cour d'appel de Nantes résiste à la décision de la Cour de cassation, lorsque je dis résiste, c'est-à-dire la Cour d'appel de Nantes, sa décision va dans le même sens que la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la partie lésée peut encore se pourvoir en cassation pour une deuxième fois. Et lorsque il y a un deuxième pouvoir en cassation, la Cour de cassation se réunit à ce moment-là en assemblée plénière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que si l'affaire est une affaire civile et si lorsqu'il y a à l'occasion du premier pouvoir, si on avait saisi la première chambre civile de la Cour de cassation et celle-ci ayant cassé et annulé la décision rendue par la Cour d'appel de Bordeaux, a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel de Nantes qui elle-même a résisté à la décision de la Cour d'appel, à la décision de la Cour de cassation, donc va dans le même sens que la décision rendue par la Cour d'appel de Bordeaux. Une des parties ayant été déboutée ou ayant été lésée se pourvoit en cassation pour une deuxième fois. Ce n'est plus la première chambre civile, elle seule, à elle seule, ce n'est plus à la première chambre civile, à elle seule, de vérifier si la Cour d'appel de Nantes a bien dit le droit, mais puisque c'est un deuxième pouvoir, la Cour de cassation va se réunir en assemblée plénière.
c'est-à-dire 19 magistrats. Puisque la Cour de cassation a 6 chambres, première chambre civile, deuxième chambre civile, troisième chambre civile, quatrième chambre civile, chambre commerciale, chambre criminelle. Et dans chaque chambre, il y aura 3 membres qui vont représenter chaque chambre. Et 3 fois 6, nous avons 18, plus le président de la Cour de cassation. Cela nous fait 19. Ce sont ces 19 personnes qui vont se réunir en assemblée plénière pour connaître de l'affaire pour une deuxième fois. Un deuxième coup. Par contre, si après avoir été débouté par la Cour d'appel de Bordeaux, je me pourvois en cassation et que la Cour de cassation se rend compte que la Cour d'appel de Bordeaux est bien dit le droit, la Cour de cassation va rejeter mon pourvoi. Voilà donc du côté du civil le tableau complet. Juridiction d'exception, TI, tribunal de commerce, tribunal de prud'homme, affaires sociales, beaux ruraux. Première instance, juridiction de droit commun, nous avons le TGI. Après le TGI, nous avons deuxième instance, sinon second degré, juridiction, deuxième juridiction de fond. Nous avons la Cour d'appel. Après, nous avons la Cour de cassation, qui est la plus grande juridiction en matière civile. Mais puisque nous sommes toujours dans la colonne judiciaire, nous allons maintenant aborder le côté pénal. Alors, le pénal aussi, nous avons, aujourd'hui, on a tendance à l'appeler une juridiction d'exception, puisque en droit, aussi longtemps qu'il y a des doctrinaires, il y a toujours contradiction. En matière pénale aussi, nous avons une juridiction d'exception qui est la plus connue, c'est la juridiction d'instruction. Et vous savez tous qu'en matière pénale, il y a une répartition tripartite des infractions selon leur gravité, comme l'avait prévu le Code pénal de 1810, et selon les sanctions, comme l'a prévu le Code pénal de 1994, mais en réalité, de l'ancien au nouveau Code pénal, les choses n'ont guère changé. Vous allez voir l'article 111 du nouveau Code pénal de 1994 et l'article 1 du Code pénal de 1810 qui est toujours en vigueur au Congo, qui a consacré ce principe de répartition des infractions. Nous avons donc la juridiction d'exception en matière pénale, c'est la juridiction d'instruction. Le juge d'instruction, c'est pratiquement, à mon avis, le juge le plus important en matière pénale. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est le juge d'instruction qui doit déterminer si l'affaire va être jugée ou pas. Et cela n'est possible qu'en matière criminelle, puisqu'en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. En matière délictuelle, l'instruction est facultative. Et en matière contraventionnelle, il n'y a pas d'instruction. Le juge d'instruction, lui, il mène son instruction, il cherche les éléments qui pèsent sur le présumé innocent ou le présumé coupable, mais il cherche aussi des éléments qui peuvent dépaiser ce dernier, les éléments qui peuvent le décharger, comme les éléments qui peuvent le charger. Et lorsque le juge d'instruction se rend compte qu'il y a des éléments qui pèsent sur l'accusé, donc le présumé innocent, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'affaire, sinon il fait monter l'affaire aux juridictions de jugement pour que l'affaire puisse être jugée
Et cela selon la gravité de l'infraction, puisque nous avons les crimes, délits et les contraventions qui ne relèvent pas des mêmes tribunaux. Et lorsque le juge d'instruction se rend compte qu'il n'y a pas des éléments qui pèsent sur le présumé, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jugement. Donc, juridiction d'exception en matière pénale, juge d'instruction, c'est l'équivalent du TI, du tribunal de commerce, TAS, tribunal de prud'homme en matière civile. Et en matière pénale, nous avons aussi le premier degré de juridiction, donc l'équivalent du TGI en matière civile. Nous avons cela, mais en fonction de la gravité de l'infraction, puisque là, il y a 3 catégories d'infractions. Nous allons donc parler de cela. Juridiction, première juridiction, donc premier ordre de juridiction en matière pénale, ou bien juridiction de premier degré, selon que vous l'appellerez en matière pénale. Puisque nous avons 3 gravités d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une contravention, nous avons le tribunal de police. Le tribunal de police est une juridiction de premier degré en matière pénale qui a pour compétence de connaître de tous les contentieux en matière contraventionnelle. Et le tribunal de police siège dans les locaux du tribunal de grande instance, parce que vous pouvez vous poser la question de savoir, est-ce que le tribunal de police se trouve dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie ou dans un PSP? Aux côtés du tribunal de police, qui connaît de tous les contentieux en matière contraventionnelle, je vous donne l'exemple d'une contravention: conduite, brûler un feu de signalisation, ne pas respecter les radars, ou ne pas respecter le règlement de la conduite. Si on dit qu'il faut conduire 80 à l'heure, vous conduisez 1600 à l'heure. S'il y a un radar aux environs, il vous flash et vous allez recevoir une contravention de police. Aux côtés du tribunal de police, nous avons le tribunal correctionnel qui connaît de tous les contentieux en matière délictuelle. Le tribunal correctionnel qui connaît de tous les contentieux en matière délictuelle, tout ce qui est délit. Et je peux prendre un exemple de délit que peut-être vous commettez tous les jours, mais sans vous en rendre compte. L'avortement n'est plus un crime en matière pénale, mais il est passé de crime à délit. Et il y a une vidéo qui a été consacrée à cela, la correctionnalisation et la contraventionnalisation. Vous allez voir cette vidéo, j'explique ce que c'est que la correctionnalisation et la contraventionnalisation, le passage d'un crime à un délit et d'une contravention à un délit aussi. Donc, le tribunal correctionnel connaît de tous les contentieux en matière délictuelle. Et je peux vous prendre un exemple de délit. Nous avons l'avortement, conduite en état d'ivresse, délit. Avortement, conduite en état d'ivresse, cela est un délit. Aujourd'hui, l'homicide involontaire tend à être un délit, puisque certains avocats, pour couvrir leurs clients qui sont auteurs d'un meurtre, évoquent l'idée, sinon la raison suivant laquelle ce dernier était en état d'ivresse lorsqu'il a accompli l'élément matériel de l'infraction. Mais pourquoi ils le disent? Pour que l'on ne puisse pas
dire de ce dernier qu'il a accompli l'acte volontairement. Pourquoi? Mais parce que en droit pénal, l'intention est de mise, l'élément intentionnel, mais l'élément intentionnel seul ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait l'élément matériel. Nous avons toujours premier degré de juridiction en matière pénale aux côtés du tribunal de police qui connaît de tous les contentieux en matière contravention. Nous avons le tribunal correctionnel qui connaît de tous les contentieux en matière délictuelle. Et nous avons la cour d'assises en France et la cour criminelle au Congo. La cour d'assises, c'est cette juridiction de premier degré qui connaît de tous les contentieux en matière criminelle. Les plus grandes gravités des infractions, les crimes. Nous avons beaucoup de cas, plusieurs cas de crimes. Nous avons le meurtre. Et comme délit, j'avais oublié, un acte que l'on accomplit pratiquement toutes les fois, mais que l'on ne se rend pas compte, le vol, qui est un délit. Revenons donc à la cour d'assises, qui est cette juridiction de première instance, qui connaît de tous les contentieux en matière criminelle. Et il faut noter qu'en cour d'assises, il y a ce qu'on appelle le principe de collégialité. Et les magistrats qui jugent en cour d'assises ne sont pas tous des professionnels. Pourquoi je le dis? Mais parce qu'en cour d'assises, en première instance, nous avons 9 magistrats, 6 qui sont appelés jurés. Pourquoi jurés? Mais parce qu'ils sont tirés au sort. Ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des gens que l'on prend dans la société de diverses formations et de diverses fonctions, qui sont accompagnés de 3 magistrats professionnels, ce qui fait 9. Mais en matière criminelle, il faut noter que l'avocat et le procureur de la République ont ce que l'on appelle le droit de récusation. Ils peuvent récuser quelqu'un que l'on a tiré au sort pour faire partie du jury. Il peut le récuser en disant que lui, je ne veux pas qu'il fasse partie du jury. Et nous allons consacrer aussi une vidéo au cours de laquelle nous parlerons de la notion de récusation. Pas réclusion, mais récusons, récusion, récuser. Vous voyez donc, en matière pénale, le schéma est en train de monter. Nous sommes passés de la juridiction d'exception, tribunal d'instruction, au tribunal, aux juridictions de premier degré, en fonction de la gravité de l'infraction, en crime, délit et contravention, crime, cour d'assises, délit, tribunal correctionnel et contravention, tribunal de police. Et au cas où une décision rendue par ces juridictions ne nous convient pas, on peut interjeter appel. Donc, vous ajoutez à votre schéma un trait et vous mettez cour d'appel. En matière pénale, deuxième degré de juridiction, c'est la cour d'appel, comme en matière civile. Et ce sont les mêmes cours d'appel qu'en matière civile, mais repartis en chambre. Et lorsqu'on n'est pas satisfait d'une décision rendue par la cour d'appel, on se pourvoit en cassation, et c'est la même cassation, puisqu'il n'y a qu'une seule cour de cassation en France. Voyez-vous donc que nous avons rempli tout le côté juridiction judiciaire avec le civil et le pénal. Nous allons maintenant remplir le côté administratif. C'est le côté le plus simple. Pourquoi? Parce que là aussi, nous avons les juridictions d'exception en matière administrative. Nous avons
la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Par exemple, au Congo, nous avons la Cour des comptes. En France, nous avons aussi la Cour des comptes et des disciplines budgétaires et la Cour des disciplines budgétaires. Ce sont les juridictions d'exception en matière administrative. Elles sont connues au nombre de 3. Et après avoir parlé de ces juridictions d'exception en matière administrative, nous avons les juridictions, sinon nous avons une juridiction de première instance qui est l'équivalent du TGI en matière civile et du tribunal correctionnel, du tribunal de police, de la cour d'assises en matière pénale. En matière administrative, c'est quoi? C'est le tribunal administratif qui connaît de tous les contentieux en matière administrative. Et une fois la décision n'ayant pas satisfait la personne lésée ou la personne déboutée, cette dernière peut interjeter appel. Il interjette appel auprès de la Cour administrative d'appel. La Cour administrative d'appel. La Cour administrative d'appel est l'équivalent de la Cour d'appel en matière civile. C'est le deuxième degré de juridiction en matière administrative. Et une fois la décision de cette Cour n'ayant pas satisfait la personne déboutée ou la personne lésée, cette dernière peut saisir la plus grande juridiction, sinon la plus haute juridiction en matière administrative, qui est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui existe depuis un peu beaucoup d'années, puisqu'il a rendu des arrêts qui datent de très longtemps, comme l'arrêt Dame-Veuve, Trompier, Gravier, en matière administrative. Société qui? Alors, le tribunal administratif premier degré de juridiction en matière administrative, Cour d'appel administrative deuxième degré de juridiction en matière administrative, Conseil d'État plus haute juridiction en matière administrative, l'équivalent de la Cour de cassation en matière administrative. Et vous voyez par là que nous venons de remplir tout notre schéma et vous pourrez désormais savoir quelle est la juridiction qui est compétente et quelle est la juridiction que je peux saisir. Et si à l'occasion d'un devoir ou d'un examen, on vous demandait de remplir le tableau de l'organisation juridictionnelle, vous serez en mesure de le faire. Mais on ne peut finir cette vidéo sans pourtant parler d'une juridiction qui est d'une grande importance, c'est le tribunal des conflits. Il faut noter que, à cheval entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives, nous avons le tribunal des conflits, et aujourd'hui, le tribunal des conflits est là pour nous orienter de quel côté aller, soit du public, soit du privé. Je pense bien que cette vidéo vous a satisfait, et pour ceux qui veulent ou qui voudront me poser des questions supplémentaires, n'hésitez pas de le faire en commentaire. Je vous remercie.